Bonjour, hello, good afternoon, good morning, Eiswayel, Hankeminam. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à partager un petit peu de ma recherche. Avant de commencer, j'aimerais faire la reconnaissance des territoires. On verra si ça marche. Ah, voilà. Donc, tout d'abord, je suis reconnaissante à l'égard des peuples Musqueam et de leur territoire ancestral, traditionnel et non cédé, sur lequel est située l'Université de la Colombie-Britannique et où se fait le travail présenté et discuté aujourd'hui. J'aimerais aussi reconnaître le peuple algonquin, gardien traditionnel du territoire de l'Université d'Ottawa, qui demeure également non cédé, ainsi que toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Dans mon cas, en fait, je ne suis pas sur le campus, mais je suis sur les territoires de la Première Nation Squamish et de la nation Tsleil-Waututh. Afin de rendre significative cette reconnaissance, je fais un lien au sujet abordé aujourd'hui, l'insécurité linguistique, en considérant brièvement ce que ceci veut dire par rapport aux peuples et aux communautés autochtones au Canada. Il y a quelques mois, j'avais le plaisir de faire la connaissance d'une chercheuse et professeure à l'Université de Victoria de la nation Tahltan et d'Hostie Judy Thompson. Elle est Language Reclamation Director et s'occupe de la revitalisation de la langue pour sa communauté pour que les apprenants et les locuteurs de Tahltan deviennent plus compétents dans leur langue. Elle a dit une chose qui m'a frappée, peut-être parce que c'est un obstacle à l'apprentissage d'une langue auquel je n'ai pas trop pensé avant et qui représente un autre exemple de l'insécurité linguistique. Elle a dit: "We used to be made to feel ashamed to speak our languages, and now we are ashamed not to be able to speak those languages. It is also the reason why it may be easier for non-Indigenous learners to learn our language because they are not burdened with the trauma and shame." D'après elle, il existe une grande responsabilité envers l'apprentissage et l'usage d'une langue autochtone, étant donné l'histoire des langues autochtones et le traumatisme et la honte qui y sont rattachés. Et je crois que c'est cet exemple nous montre à quel point l'insécurité linguistique est un produit ou une conséquence sociale, historique et systémique. Et ce n'est pas simplement un sentiment ou une caractéristique individuelle, mais une réalité complexe qui nécessite une réponse complexe. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette notion de linguistique et insécurité dans le contexte de l'enseignement de français langue seconde avec l'accent sur l'identité professionnelle des enseignants de français. Je vais commencer par quelques définitions et une très courte aperçu historique avant de vous montrer comment cette insécurité se manifeste dans les programmes de français. Et ensuite, je vous présenterai une analyse d'une enseignante de FLS qui souligne la complexité de ce phénomène. La présentation est bilingue. La plupart des diapos sont en anglais, mais les extraits de données, je présente dans la langue d'origine, ainsi que certaines citations de mes propres publications. Alors, le sentiment d'insécurité linguistique apparaît comme étant lié à la perception par un locuteur de l'illégitimité de son discours en regard des modèles normatifs. D'après Rasmussen, la raison de l'émergence de cette insécurité au Canada s'explique par le fait que, constatant que la variété du français dont ils se servent tranche sur la norme qui est en vigueur en France, les francophones canadiens sous-valorisent souvent leurs propres usages linguistiques. Mais pourquoi exactement? Alors, après la conquête et la rupture avec la France au 18e siècle, le français au Canada se développait selon sa propre dynamique jusqu'au 19e siècle, tandis que le français en France vivait son propre évolution.
Au Canada, le contact avec l'anglais, mais aussi avec des langues autochtones, ainsi que l'isolement de la langue à la campagne, influencé l'évolution du français au Canada par rapport au français en France. Dès le début du 19e siècle, à cause de ces écarts, la variété canadienne apparaît en état d'infériorité aux Canadiens français. Et à cette orientation plutôt négative s'ajoute l'opinion des Canadiens anglais qui commençaient à considérer le français parlé au Canada comme une variété dégénérée par rapport aux Parisiens. Et c'est à ce moment qu'on faisait appel au mythe du grand siècle et les grands auteurs de l'époque afin de rapprocher le français au Canada, au français classique. En même temps, on voit une valorisation du français des paysans qui n'étaient pas aussi impactés par l'emploi d'anglicisme et le français dans les villes. Une autre vague de valorisation, on a vu au XXe siècle grâce à la Révolution tranquille et depuis les dernières décennies, on parle d'une vraie émancipation linguistique du québécois. Cela dit, le débat sur la qualité du français existe toujours. Il faut donc comprendre l'insécurité linguistique en lien avec l'histoire linguistique au Canada, le statut et l'évolution du français dans ce pays, dans un contexte dominé par l'anglais, et les relations des locuteurs du français vis-à-vis d'autres locuteurs anglophones et francophones. Et ceci est très bien décrit par la sociolinguistique Chantal Bouchard dans ses ouvrages. Mais Monica Heller, elle note que cette histoire révèle le caractère ambivalent de la relation entre les francophones au Canada et les Français. D'après elle, the latter may act as models, but are often also resented as imperialists, almost as oppressive as the English in their contempt for French Canadians. They're also both the source of French Canadian identity, a glorious heritage, and traitors since the Revolution to the original cause which brought the French to Canada in the first place. This creates a tension between an acceptance of France as the origin of the value of the French language and a desire to value what is distinctive about the Canadian variety of the language. The source of the value of French in Canada is both its origins and its distinctiveness. Et c'est cette tension qui renforce l'idée de la contamination du français, la peur des anglicismes, la préoccupation avec la qualité de la langue. C'est cette tension, nous voyons par exemple dans les études de la chercheuse Annette Boudreau auprès des jeunes au Nouveau-Brunswick et leur emploi du chiac dans un contexte scolaire. Se basant sur la Boff et Bourdieu, Desabré a examiné l'influence de l'insécurité linguistique sur le parcours doctoral d'une jeune femme acadienne et a noté que cette insécurité est en grande partie attribuée à la surveillance et à la correction de la langue par ceux et celles qui possèdent la langue dominante, ce qui mène les dominés à adopter consciemment ou non maintes stratégies identitaires pour contrer l'exclusion ou le rejet ou de négocier l'identité qui leur a été assignée. Et c'est précisément cette négociation que ma propre recherche a soulevée quant aux expériences des enseignants de français langue seconde, surtout parmi ceux qui parlent le français comme langue additionnelle eux-mêmes. À cet égard, comme le note Calvé, il est important de considérer l'insécurité linguistique non pas uniquement au sein d'une même langue, mais aussi dans une perspective interlinguistique entre les langues différentes comme l'anglais et le français, par exemple. Et c'est dans un environnement bilingue que les locuteurs sont amenés à juger l'emploi de la langue parlée par ceux qui maîtrisent ou non, ou un peu, la langue française selon des normes établies, bon français, bon accent, absence d'anglicisme, etc. Pour les enseignants du français qui ont appris et enseignent cette langue, la situation est encore un peu plus complexe. Il n'est pas seulement question d'être locuteur du français, il existe un conflit identitaire étant donné que l'enseignant est à la fois apprenant et enseignant. Notons que cette dernière identité suppose une expertise complète, ne nécessitant plus d'amélioration.
surtout pas en ce qui concerne la langue. Pourtant, nous savons que la formation continue et indispensable à la profession enseignante, y inclut le développement linguistique. Cela dit, la formation continue en tant qu'apprenant du français reste difficile à réconcilier avec une identité professionnelle d'enseignant de FLS et peut renforcer un manque de confiance en leurs propres compétences langagières. Malgré leurs expériences et connaissances en enseignement du français langue seconde, le fait de ne pas être locuteur natif risque toujours à remettre en question leur identité professionnelle. Et c'est ainsi que nous parlons aujourd'hui également d'un manque de sécurité linguistique dans un contexte de français langue seconde. L'identité est donc un aspect clé ici parce que tout acte de dévalorisation d'une variété de langues est un acte qui nie aussi la valeur de celui qui la parle ou l'enseigne. Et cette insécurité se montre partout, pas uniquement dans les données de l'enquête dont je parlerai aujourd'hui, mais à travers de différents projets de recherche que j'ai entrepris auprès des enseignants et des futurs enseignants de français, même là où les questions de recherche n'étaient pas forcément axées sur leurs compétences en français. Donc, je vais vous montrer 4 exemples tirés de 3 études. Cette première étude portait sur l'emploi d'un portfolio langagier professionnel dans un cours dans notre programme de formation, en particulier sur la prise de conscience de l'identité plurilingue et l'importance d'autres langues dans l'enseignement du français langue seconde. Ces 2 extraits viennent d'un premier questionnaire et il est intéressant de voir les 2 réflexions centrées sur l'anglais et le français, mais pas sur les autres langues que ces 2 étudiants-maîtres parlent. Donc, la première réponse, j'ai plus de confiance quand je parle en anglais. Je suis plus timide quand je parle en français et je participe moins devant un grand groupe si c'est avec des francophones. Donc, voilà un petit peu cette peur du locuteur natif. Et la deuxième réponse, mon identité en tant qu'utilisateur n'a pas changé. J'ai essayé de changer mon attitude, mais la combinaison d'un manque de confiance et cette expérience dans le cours, je trouve stressant. On voit ici la notion d'un bilinguisme équilibré qui recourt toujours à une perspective monocentrique de 2 monolinguismes, une conception qui contribue à l'insécurité linguistique dans le sens qu'elle soutient l'idée qu'il faut atteindre une connaissance parfaite dans chaque langue, que c'est même une possibilité. La deuxième étude a porté sur la mise en œuvre du nouveau curriculum, ici en Colombie-Britannique. Les parents vont demander pourquoi la francophone enseigne l'anglais et l'anglophone enseigne le français. Et ici, c'est la notion de la langue comme propriété qui est mise en relief. L'idée que la langue appartient aux locuteurs natifs, mais pas aux autres, ce qui renforce l'insécurité chez eux qui la prennent comme langue additionnelle. Et la dernière étude se concentre sur l'apprentissage interculturel des enseignantes et il s'agit ici de l'intégration des perspectives autochtones aussi dans un programme de français langue seconde, immersion intensive ou français de base. Et cette participant a dit « En tant qu'anglophone, je ne me sens pas assez informée pour enseigner ni la culture francophone ni la culture autochtone. Je me sens à l'aise en lisant un livre francophone ou autochtone, mais je préfère ne pas donner mon interprétation. » Cela dit, c'est surtout, alors là, cette dernière étude, ce dernier extrait, je veux dire, montre à quel point l'insécurité linguistique ne s'arrête pas à la question linguistique, mais s'étend au niveau culturel, à d'autres compétences. Et on voit ça assez fréquemment. Cela dit, c'est surtout dans mon projet de recherche auprès des enseignants qui participaient au stage en France que l'insécurité linguistique s'est manifestée clairement de différentes manières, notamment parce que nous nous sommes trouvés dans un endroit de contact linguistique.
Donc, avant de vous présenter un exemple de ce processus de négociation identitaire chez une de mes participantes, j'aimerais souligner que mon analyse de l'identité s'inscrit dans une perspective socio-constructiviste et discursive qui repose sur l'idée que l'identité est un phénomène émergent qui se construit par le biais de l'interaction langagière et du discours. D'après Buchholz et Hall, il est important d'aller au-delà d'une conception mentale de l'identité, so as not to discount the social ground on which identity is built, maintained and altered. Donc, c'est par le moyen des récits, des histoires racontées par les participants que le travail de construction identitaire se fait. Les extraits présentés aujourd'hui proviennent d'une étude qui a été menée auprès d'une cohorte d'à peu près 80 enseignants d'FLS de la Colombie-Britannique qui participaient à un stage de formation professionnelle de 2 semaines en France. L'objectif était de se familiariser avec le cadre européen de référence et suivre une formation d'ELF. Il y avait également une occasion d'assister à des ateliers pédagogiques au centre de formation. Et ces cours n'étaient pas limités à la cohorte canadienne, mais comprenaient des étudiants et des enseignants d'autres pays. Et c'est ce type de cours qui est décrit dans les extraits. Les extraits que je présenterai sont tirés d'un journal de bord d'une seule participante que j'appellerai Marie. Au moment du stage en France, elle avait enseigné au secondaire dans le programme de français de base pendant 20 ans déjà. Le but de l'analyse est de vous montrer sa négociation de l'insécurité linguistique par le biais de la construction d'une identité professionnelle légitime. Le travail de construction identitaire mis en évidence dans ce journal fait appel à des stratégies discursives qui se sont manifestées dans les récits d'autres participantes. Donc, d'une part, cette analyse est une illustration de cette construction au sens plus large. Et d'autre part, il faut quand même reconnaître que cette participante se sert de ces stratégies de façon très particulière en lien avec ses propres expériences et les interactions propres à la situation qu'elle décrit. Les extraits ont été raccourcis, évidemment, pour cette présentation et j'ai enlevé toute possibilité d'identification de la participante du texte. Pour commencer avec une vue d'ensemble du contenu du journal, quand vous allez voir, la description des activités est relativement détaillée et suit l'ordre chronologique des activités pendant la journée. Les entrées portent également sur les interactions que Marie avait avec d'autres dans la classe et elle inclut presque toujours une petite évaluation ou réflexion de ses expériences ce jour-là. Donc, tout au long du journal, chaque entrée contient une partie qui exprime son attitude positive, sa confiance en tant qu'enseignante, ses connaissances préalables. Et d'autre part, il y a une description d'un incident ou d'une interaction suivi de sa réaction qui sert comme justification d'habitude. Et c'est là où on voit le récit fonctionner en tant que stratégie de négociation identitaire. OK. Alors, dans les 2 premières entrées, on voit l'incident clé incorporé dans le récit de manière suivante. Et on va lire ensemble tous les extraits. Donc, ça, c'est jour numéro 2 du séjour. My first workshop was on l'approche communicative, and it was obvious that this was a brand new concept for the teachers from Brazil, Indonesia, Iran, and Spain. This has been in Canada for decades. We have numerous workshops offered by the universities, the Teachers Federation, Ministry of Ed. We have access to resources. We have in-district workshops. We share ideas and strategies, etc. Canadians are advanced when it comes to teaching FSL, and I needed to hear this. The day before, I was told that vous parlez le français ancien. Ici, notre français a développé à cause de notre interaction avec les autres cultures. Notre français continue à évoluer. Comment est-ce qu'il est possible que les Canadiens apprennent le français quand ils sont si loin de la France? I felt like the country bumpkin amidst the 3 Europeans. Today's workshop re-established my self-confidence. I may speak le français ancien, but my teaching skills are superior.
Donc ici, elle raconte une interaction qui évoquait l'insécurité linguistique en elle. I felt like a country bumpkin, qui fait penser aux désignations péjoratives souvent associées aux variétés du français canadien, évoque ce statut d'un patois ou parler local des paysans. On voit ici la mention directe d'une chute de confiance. Pourtant, elle arrive à la rétablir en se présentant comme très compétente, plus avancée par rapport aux enseignants venant d'autres pays en ce qui concerne l'emploi de l'approche communicative et l'appui offert aux enseignants au Canada. Donc, la stratégie discursive centrale est de souligner ses compétences en enseignement afin de minimiser l'identité qui lui a été assignée, une personne qui parle le français ancien. Le deuxième extrait ressemble au premier quant à la structure narrative. Encore une fois, l'incident est intégré dans le récit général. Voilà donc le lendemain. It turned out to be a great session. Downside. I was so excited when a Canadian mentioned Etienne and his CDs as teaching tools, but then another teacher said, le problème avec Etienne, c'est qu'il parle avec un accent québécois. So the resource was not taken seriously, easily dismissed by several other teachers. The African remix session was informative. The DVD is something that I will use because I incorporate a lot of Francophone culture into my classes. Dans cet extrait, nous voyons encore la variété canadienne caractérisée de manière négative, cette fois en tant que ressource pédagogique jugée illégitime. Il est évident que Marie connaît bien cette ressource et l'utilise probablement. Et donc, de l'avoir dévalorisée ainsi a pour effet de mettre en question sa façon d'enseigner. Il est intéressant qu'elle n'ajoute rien d'autre ici, mais elle continue après une courte pause, représentée ici par une virgule dans le texte, de parler d'une autre séance sur les ressources pédagogiques au sujet de la francophonie africaine. Nous sommes face à une stratégie de juxtaposition, la dévalorisation par d'autres d'une ressource canadienne en contraste avec sa propre valorisation d'objets culturels africains dont elle se sert dans ses cours. Donc, encore une fois, on voit cette identité d'une enseignante compétente, ouverte. Cela dit, le lendemain, elle a une expérience similaire qui l'amène à articuler une réflexion directe sur les caractérisations négatives réitérées de la variété de français qu'elle parle. My one complaint today appears to be one of a recurring theme, Canadian French. One of the handouts pointed out in bold letters that this resource is very French-Canadian and should not be used seriously. But there are some amusing things to be learned from it. But a lot of the info can't be used because it's incorrect. In the one situation, I was told that our French was ancien because it hasn't evolved through interaction with other cultures, whereas the French from France has moved forward. Yet on the other hand, it appears that the French from France is not open to, does not want to be sullied by the Quebecois French-Canadian influence. It is okay for every other Francophone culture to have an influence on the evolution of the French language, but not ours. I'm getting mixed signals. I think I may just be overly sensitive and I'm not even sure why. I'm not Quebecoise, and the majority of my French language learning has been influenced by contact with native speakers from Europe. However, when Canadian French is attacked, I cannot help but feel insulted because Canada is my homeland. Une polycopie désignée Very French Canadian est réduite à une ressource pédagogique qui a pour but de simplement amuser les étudiants, mais ne peut pas être prise au sérieux parce qu'elle n'est pas fiable. La réflexion qui suit met en relief deux discours distincts, mais contradictoires. L'évolution de la langue française grâce au contact avec d'autres cultures qui la rend moderne, et l'idée d'une langue pure et donc supérieure. Ce conflit rhétorique représente un dilemme idéologique, d'après Michael Billig, professeur en sciences sociales, qui explique que ces aspects dilématiques du discours, c'est-à-dire les différentes argumentations et valeurs opposées,
permettent justement de mettre en lumière les caractéristiques de la pensée sociale. Dans le cas ici, c'est-à-dire les suppositions et préjugés qui produisent l'insécurité linguistique. Encore une fois, c'est la façon dont Marie cherche à donner un sens à ces représentations. D'un côté, elle se montre gênée par la réaction que produisent ces rencontres négatives chez elle. I may just be overly sensitive. Et de l'autre, elle semble exprimer une sorte de fierté envers la variété française qu'elle parle. Dans l'extrait précédent, elle était ravie, so excited de rencontrer une ressource en français canadien, les CD d'Étienne. Ici, elle adopte une position défensive par rapport aux attaques de la langue de son pays d'origine. Et notez qu'elle signale pour la première fois ici son statut en tant qu'apprenant du français, le fait qu'elle n'est pas québécoise. Hein? Et je reviendrai sur ce point à la fin de l'analyse. Dans le prochain extrait, le lendemain, elle raconte un autre exemple. Et cette fois, il s'agit d'une interaction en classe. I enjoyed the afternoon class and I will try the approach for reinforcing the subjunctive with the students this school year. It was a complete opposite of what happened earlier in the day. There was one incident that spoiled it all for me. Everything was going great, and I thought that I would get through a class without any negative comments to make. And then I made the comment, in Canada, we would use the expression, and I started to write out the answer for the group. Then the Spaniard replied, we say it this way here, and shut me down completely. Then he and another student took over writing out the answer. I'm not the only Canadian who's been noticing the same put-downs and dismissals. At lunch, a group of us were discussing this very topic because one of the teachers was furious over a similar incident that had happened in her morning session. The staff are wonderful and treat us well, but it is the other students and a few careless remarks by instructors that are reprehensible, uncalled for and downright rude actions. At the Séance Découverte, I was excited and proud to see Acadie, Alberta, and Louisiana French culture being discussed. I could relate to it because I already incorporate this into my coursework. What I loved about this afternoon's video presentation was the attitude of the feisty Acadian woman. She stressed that Acadie is just as important as the other Francophone areas, and that since they are the ones who have preserved the original French language of the past, France needs to know its roots, i.e. France, the French, can't just dismiss them. Ici, il est question de justifier sa préoccupation sur ce type de rencontre en faisant appel aux collègues qui, comme elle explique, vivent des expériences similaires dans leurs cours et sont aussi frustrés et fâchés. Notons également qu'elle caractérise les attitudes envers le français canadien comme une impolitesse, un manque de gentillesse. Et ceci est important compte tenu du fait qu'elle se présente comme une personne qui se comporte autrement. C'est aussi la raison pour laquelle il est intéressant de noter qu'elle précise les responsables, qu'il semble important pour elle de noter que ce n'est pas tout le monde qui démontre une attitude négative envers le français canadien. D'une part, c'est une occasion de mettre en question l'autorité de ceux qui offrent ces évaluations péjoratives. Et d'autre part, il lui permet de se montrer comme une personne juste et raisonnable. C'est aussi la fonction de la dernière partie de cet extrait. Encore une fois, elle conclut l'entrée de façon positive, mais cette fois-ci en exprimant de manière explicite sa fierté et enthousiasme envers d'autres variétés du français au Canada, aux États-Unis. Et la phrase la plus importante est « I could relate to it because I already incorporate this into my coursework ». Voilà donc une performance identitaire qui lui permet de se montrer ouverte, tolérante et progressiste en tant qu'enseignante compétente. Ceci est renforcé la semaine suivante dans l'extrait suivant, qui sert à démontrer comment il faut faire lorsqu'on est confronté avec la variation linguistique dans un cours de langue. What a great day! I loved the workshop.
The other wonderful aspect of today was that all of the Canadians were together in one class, c'est-à-dire toute la cohorte était ensemble. If we used Canadian French or French-Canadian expression or vocab that the instructor didn't know, she simply asked us to explain what it meant, and that was it. She was so nice. She didn't make us feel like our French vocab and or expressions were worthless. En même temps, l'extrait sert à souligner l'impact de la discrimination linguistique et l'expérience de se faire dévaloriser à chaque instant, qui est exprimé ici avec ce dernier mot, worthless. Et voilà la dernière entrée du journal et du séjour, dans laquelle elle offre une réflexion sommative des 2 semaines. It's the last day today. As I reflect back on the past 2 weeks, I realized that there were key things that I learned. The first week that I was here, because of the experiences that I had, I wondered if I knew any French at all. And I'm sure that there were people here who wondered how in the world I could be a French teacher. My confidence had been shaken because my vocabulary, my pronunciation was corrected. I know 3 different ways to pronounce the same word. I heard sounds that I had never heard being used that way before. Too many people telling me different things that my head hurt. I found the first week difficult at times. Then I realized that we all have unique voices and we do not all speak the same way with the same vocab and the same accent, regardless of which language is spoken. So I relaxed and I found week 2 much more enjoyable. I spoke the French the way I had been taught. And if I was told le toast instead of pain grillé, I ignored them and continued with pain grillé. I learned the new French words that are English words with le in front, but I chose not to use them because I prefer the older French version of the word. And in the end, if I am to be labeled as someone who speaks français ancien, then so be it, because it is still speaking French and I'm still communicating with someone in a second language. Il y a 2 points importants à souligner par rapport à cet extrait. D'abord, la conséquence de ces expériences négatives par rapport à sa perception de soi-même en tant qu'enseignante. Donc, il n'est pas simplement question de son identité comme locutrice du français, mais son identité professionnelle qui a été mise en question. Et deuxièmement, le récit représente un acte de solidarité en l'avoir rejeté la pratique européenne d'incorporer des anglicismes et d'ainsi choisir la variété canadienne, the older French version qu'elle a apprise et qu'elle a toujours utilisée. Ce geste discursif constitue une autre stratégie afin de rendre légitime son identité en tant qu'enseignante de français langue seconde. Parmi maintes d'autres stratégies d'identification adoptées par les enseignants qui participaient dans ce stage en France. Et j'ai discuté de ces stratégies que vous voyez sur la diapo dans le passé et de leur fonction dans la construction identitaire des enseignants. La stratégie employée ici, j'avais discuté en lien avec la construction d'une identité cosmopolitaine. Toutefois, sans vraiment faisant la connexion à une orientation qui englobe la pluralité linguistique de façon explicite, comme dans ces données ici. Et je trouve qu'on voit dans cette définition de critical cosmopolitanism la position adoptée par Marie dans son journal de bord, comme un autre moyen de négocier le dilemme idéologique ou identitaire auquel les enseignants FLS font face au Canada. Donc, d'après cette définition, il s'agit d'une deep appreciation for difference, the willingness to engage with cultural others and be transformed by such experiences, kindness towards strangers, and the labor of the imagination to envision a world that aspires towards peace, possibilities, and intercultural respect for those near and far. Selon les résultats de ma recherche pour les enseignants de FLS, soi-disant non francophones, il n'y a que plusieurs possibilités quant à l'affirmation d'une identité linguistique francophone au Canada. Et ici, je cite d'une publication récente à ce sujet.
For Canadian FSL teachers, questions of language variation present contradictory ideas and moral obligations, which are a crucial part of negotiating a legitimate identity as teacher of French. Being faced with these kinds of disparaging characterizations of Canadian French, a variety with which Canadian FSL teachers are most familiar and which embodies their ideal vision of a native speaker standard, complicates the existing tensions of the teacher-learner identity. It places the adverse experiences participants encountered in France in tension with a language variety that serves as a model for them, both in terms of language use and also as an identity as a teacher of French in Canada. Rejecting an identity as teacher of Canadian French would mean acknowledging disaffiliation from the only professional identity available. Parce que à part de cette identité professionnelle, il ne reste que l'identité comme apprenant. En même temps, il faut reconnaître que l'insécurité linguistique n'est pas seulement une question dans la profession enseignante. La recherche de Sylvie Lamoureux, par exemple, a montré à quel point cette hiérarchisation linguistique existe à l'intérieur du Canada, pas juste entre le Canada et la France. D'autres chercheurs ici à l'Université d'Ottawa, comme Alice Weinberg, Jérémy, Thierry Simonet, ont mis en évidence l'importance et l'impact émotionnel des défis linguistiques auxquels les étudiants anglophones sont confrontés en suivant des cours universitaires en français. Et la recherche de ma collègue Monica Tang à l'Université Simon Fraser souligne le rôle que joue la construction identitaire positive dans la transition d'une identité d'apprenant du français au secondaire à une identité de futurs enseignants de français dans un programme de formation. Évidemment, il y a également d'autres manières dont l'insécurité linguistique pourrait se produire pour certains enseignants, même les enseignants qui s'identifient comme francophones ou locuteurs natifs d'une variété prestigieuse. Il y a d'autres identités ou des catégories sociales ou étiquettes assignées qui croisent l'identité linguistique. En élaborant ce projet de recherche, j'avais adopté une approche axée sur l'analyse discursive qui ne tient pas compte ou présuppose l'identité des participants, sauf peut-être l'identité de participants de recherche et de l'enseignant de français. Pourtant, il est important d'inclure dans le design d'une enquête des questions de recherche qui nous permettent de s'interroger sur les expériences afin de mettre en évidence les processus par lesquels une enseignante se voit minorisée ou racialisée. J'aimerais donc conclure en portant l'attention sur un aspect qui jusqu'à présent ne figure pas trop dans la recherche en éducation du français langue seconde. C'est la question raciale qui a un lien étroit avec la discrimination linguistique. L'image du locuteur natif du français est le plus souvent envisagée comme une personne blanche et l'origine du bon usage est associée avec une société où tout est conçu à partir de cette norme. Depuis la critique de Kubota-Hélène en 2006, on voit le racisme abordé dans les recherches du domaine de l'enseignement dans l'anglais, comme TESOL, en lien avec le native speaker fallacy, par exemple. Dans un article publié en 1999, O.G. Waldman soutient qu'il faut inclure des voix diverses dans la salle de classe de français. Pourtant, vers la fin de l'article, les auteurs recommandent de prioriser quand même une norme pédagogique qui correspond à une variété plus neutre. Ils expliquent que cette variété ou norme should reflect the formal usage of target native speakers in the case of French, educated speakers from metropolitan France, and to the extent that it does not differ substantially from that norm, the speech of educated speakers from regions where French is the dominant native language, the French community of Belgium, French-speaking Switzerland, and Quebec.
Although the speech of educated Francophones from regions where French is a second language, for example, Haiti or Sub-Saharan Africa, differs little from that of the hexagonal peers, it is nonetheless colored by particularities reflecting local languages. J'ai discuté de cette hiérarchisation dans un article des variétés françaises selon leur degré d'authenticité, en notant que this hierarchy of linguistic authenticity shows French language varieties are ranked based on both geopolitical and racial ethnic proximity to the French spoken by native speakers in France. The question of which variety should be taught in the French language classroom clearly intersects with issues of racism and the continuing sociolinguistic and cultural dominance of Western colonialism. La question n'est donc pas simplement une question d'insécurité linguistique par rapport à la façon dont on s'exprime, c'est-à-dire au niveau de la langue, comme Sarkarlo et Weiner ont noté en 2007. Membership in Quebec mainstream community is constructed on a sliding scale of belonging that is determined on the grounds of visible and audible sameness and difference. Il faut donc reconnaître que le linguicisme est un acte de discrimination basé sur des discours racialisants. Et c'est donc une invitation, à mon avis, à examiner l'insécurité linguistique en tenant compte des croisements de diverses structures comme la standardisation, la politique linguistique et le racisme. Donc, au lieu de viser la sécurité linguistique, je dirais que c'est plutôt l'équité linguistique que nous cherchons. Merci, j'arrête là et je suis prête à répondre aux questions en anglais ou en français. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Oui, j'invite tout le monde à applaudir virtuellement si vous le voulez. Et j'en profite pour remercier Marc d'avoir toi-même pris un risque linguistique en venant partager avec nous ces études qui illustrent bien, à mon avis, toute la complexité et y compris la dimension un peu malheureuse de ces idéologies qui jouent un peu sur le combat que plusieurs enseignants et leurs étudiants par la suite doivent mener pour être pris au sérieux, encouragés plutôt que découragés à un moment où ils prennent tant de risques et mettent tant d'efforts. C'est des aspects attristants, mais nous gagnons tous à les mettre à la lumière pour, comme tu le disais, les analyser, les dénoncer et aussi renforcer. Et ce que j'aime bien, c'est la conscience des forces et des attitudes de ces professeurs qui eux-mêmes vivent ces expériences difficiles et qui peuvent ensuite, parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, servir de modèle pour leurs étudiants. Car si nous, on le vit en tant qu'éducateur langagier de langue d'expression française, mais on peut s'imaginer ce que vivent nos étudiants qui sont parfois encore moins équipés au début pour résister à tout cela. Donc, merci beaucoup, Maike. J'invite les gens à poser leurs questions dans le fil de discussion et nous pourrons les lire et Maike peut les lire aussi pour pouvoir répondre aux questions. Je suis en train de lire. Oui, voilà, vas-y. Vas-y. Je suis en train de lire les questions. Je vous invite aussi d'ouvrir votre micro et de le poser. Je ne suis pas d'accord avec les Canadiens anténigrés. Oui, alors là, j'ai ce petit aperçu historique qui vient c'est basé sur ce que j'ai lu. C'est en fait la sociolinguiste Chantal Bouchard qui parle de ceci dans ses ouvrages. Je crois que, c'est compliqué. Je crois qu'il y a des discours qui se produisent
et des personnes variées s'en servent. Moi, j'entends souvent des petites remarques, même des gens qui ne parlent pas français, forcément. Si vous voulez élaborer, préciser. Sinon, je vois que la main d'Andrea est levée. Oui, d'accord. Je ne peux pas voir tout le monde. Bonjour, merci infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous accueillir. Je vois que nous sommes au-delà de 80 participants à ce forum. Moi, je suis dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, à la baie Sainte-Marie, en Acadie. Je suis professeure à l'Université Sainte-Anne dans le département des sciences de l'éducation où je suis aussi directrice. Je suis francophile, mais nombre de mes collègues disent non, ils me corrigent. Non, tu es francophone, tu vis en français, tu élèves ton enfant en français, il va à l'école francophone, etc., etc. Donc, en tout cas, je suis à la baie Sainte-Marie pendant au-delà de 20 ans et je suis amoureuse de la région. Tout ça pour dire, pour ceux et celles d'entre nous, puis pour certains d'entre vous, nous sommes des amis sur Twitter. Je pense qu'on suit l'un et l'autre. Et je comprends que certains d'entre nous, nous sommes des formateurs et des formatrices enseignants, des jeunes et des moins jeunes, qui sont en train de faire des programmes de formation initiale en enseignement. Je ne suis pas, et puis j'ai un peu honte de le dire, je ne suis pas au courant du contexte linguistique de chacune de vos universités puis de vos programmes. Mais je peux dire ici à la baie Sainte-Marie, à l'Université Sainte-Anne, nous avons 5 campus, puis notre programme est disponible dans tous nos 5 campus. Et certainement, merci beaucoup, Madame Amel. Nos étudiants se trouvent un peu partout, puis nous avons des francophones, puis nous avons aussi un programme d'immersion assez reconnu et assez fort. Donc, beaucoup de nos étudiants sont des gens qui ont débuté en immersion, ont fait le programme de baccalauréat, puis là, ils ont décidé de devenir des enseignants. Donc, j'ai des jeunes, des gens qui sont français langue seconde, j'ai des gens qui sont français de langue maternelle, qui sont des Acadiens de partout dans l'Acadie. Puis, nous avons tous des accents, nous avons tous un vocabulaire, un syntaxe assez spécifique. Donc, ici à la baie Sainte-Marie, ils vont dire « jette-moi » pour attendre, tandis qu'au nord de Capreton, ils vont dire « espère-moi » pour attends-moi. Donc, tout ça pour dire, et puis là, j'ai des étudiants qui viennent de l'Afrique, puis j'ai des étudiants qui viennent de l'Europe et du Québec et certains de l'Ouest canadien, puis je suis assez chanceuse d'avoir tous ces accents, puis toute cette richesse dans ma salle de classe. Tout ça pour dire qu'il y a certainement une insécurité linguistique qui se font vivre différemment chez chacun de ces individus. Les Français langue seconde, de prendre la parole avec des francophones dans la classe, les francophones qui viennent d'un contexte minoritaire, qui vont parler avec des gens qui viennent d'un milieu francophone langue majoritaire. C'est vraiment un mélange de tous les différentes dynamiques que vous avez présentées dans votre présentation. Donc, moi, j'ai des idées parce que j'œuvre dans le domaine. Comme on dit par ici, je prêche pour ma paroisse. Nous partageons une passion pour la sécurité et l'insécurité linguistique. Mais auriez-vous des stratégies à partager pour comment appuyer ces jeunes formateurs et formatrices, les futurs enseignants? Parce que moi, j'œuvre surtout dans les cicatrices langagières, puis comment développer la résilience pour que les enseignants n'amènent pas leur angoisse linguistique dans la salle de classe pour essayer d'éviter la transmission de cette insécurité d'une génération à l'autre. Donc, auriez-vous par chance des stratégies que vous aimeriez partager avec nous? Oui, ben, ce qu'on fait chez nous dans notre programme, et j'imagine qu'on fait ceci ailleurs aussi, moi j'aime
j'aime toujours commencer à parler avec les étudiants maîtres de leur profil langagier. En fait, qui êtes-vous? Quelle langue est-ce que vous parlez? Pourquoi? Parce que souvent, ils pensent, OK, je parle anglais et le français un peu et je suis là, mais je fais rien d'autre. Donc, je crois que c'est cette conscience, une conscience critique, linguistique qu'il faut commencer à développer. Et vous avez dit, c'est la même chose chez nous. On a des francophones de France, d'Ontario, de Québec, partout. Et évidemment, beaucoup de futurs enseignants qui viennent de l'immersion française ou même des programmes français de base intensifs. Donc, tout le monde est en train d'apprendre quelque chose parce qu'on a des préjugés, on suppose plein de choses. Et souvent, ce sont ceux qui se pensent très compétents à cause de leur niveau de français qui apprennent, oh, j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre. Hein? Donc, c'est ça, c'est là où j'aime commencer. Merci beaucoup. J'ai une stratégie semblable. Je m'inspire parce qu'on aime de partager nos ressources pédagogiques avec les étudiants. Donc, je me suis inspirée d'une activité de la BAC, de la SELF, puis c'est un fil chronologique d'identité langagière. Donc, nous construisons un fil chronologique ou une ligne de temps dans laquelle ils parlent de leur langue, puis comment leur identité s'est construite. Donc, ça, c'est fascinant. Et puis, c'est hyper intéressant que chacun et chacune d'entre nous, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans le Canada, que nous vivons cette réalité. Donc, pour une autre raison pourquoi ce que j'apprécie ces forums, c'est que malgré COVID, je pense, avec le COVID, maintenant, on se voit, puis on peut partager nos expériences. Donc, merci beaucoup. Oui, c'est très important, je suis d'accord. On ne sait pas beaucoup ce qui se passe dans les autres régions et c'est vraiment très, très, très important d'avoir ce partage. Oui, merci. Je peux dire un mot? Est-ce que je peux dire un mot? Oui, allez-y, M. Calvé, allez-y. Oui. Merci beaucoup d'abord pour cet excellent exposé. J'aurais juste une remarque ou deux à faire sur cette insécurité que j'ai beaucoup connue dans mes stages de formation un peu partout au Canada, où des professeurs de français en milieu minoritaire parfois me disaient qu'ils n'osaient pas me parler français. Et moi, une des choses que j'ai toujours dit, que pour qu'une langue survive dans l'individu, une société, il faut qu'on soit confortable dans cette langue, comme dans une bonne paire de souliers dans lesquels on est confortable. Si on ne l'est pas et qu'on est bilingue, on va éventuellement changer de langue. Ça, c'est pour une chose. Et je pense qu'à la base de ça, dans la formation des maîtres, il est extrêmement important qu'on fasse de l'éducation linguistique. Autrement dit, qu'on parle un peu d'histoire du français, comment son histoire est totalement différente de l'anglais. Qu'en français, qui était la langue de l'aristocratie, et l'anglais, qui était la langue du peuple, ils n'ont pas développé cette notion de variété de langue acceptable ou inacceptable socialement ou géographiquement. Et on le voit dans le monde anglais aujourd'hui, ce genre de symposium qu'on a aujourd'hui n'existe pas chez eux. Il n'y a pas d'académie de la langue anglaise qui a imposé une norme. Bien sûr, il y a le Received Pronunciation anglais, mais un Canadien anglais, parent, qui dit « Allez-vous enseigner le vrai français à mon enfant ?» ou ce slang, ce charabia qu'on enseigne au Québec. Et moi, je leur dis « Est-ce que vos enseignants d'anglais enseignent à vos enfants de parler comme de Queen's English ou bien de Toronto, qu'il y a autant de variétés sociales en anglais qu'en français. » Donc, l'éducation historique sur le français, l'éducation aux variétés linguistiques. Une chose qui a toujours été dévalorisée en français, c'est la langue parlée. Même l'Office de la langue française ne reconnaît pas le français familier québécois. Des mots comme chum, des mots comme fun, des mots comme job, des mots comme gang, on les retrouve en France, souvent au masculin et en français c'est au féminin ou l'inverse.
mais au Canada, ils n'apparaissent pas dans les critères d'acceptabilité de l'Office de la langue française. La langue parlée qu'on enseigne, qu'on parle couramment, familièrement, est inconnue, dévalorisée, beaucoup plus qu'en anglais. En tout cas, je voulais juste te dire ce genre de considération, de rendre les gens confortables dans leur langue, de rendre les apprenants confortables et tout le monde confortable, sinon une langue ne peut pas survivre. Oui, merci, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'un aspect, une composante très importante dans les programmes de formation, c'est en fait le soutien langagier. Il faut vraiment avoir un soutien, ça peut être des cours ou autre chose, mais c'est très important de reconnaître cela. Mike, Claude Quévillon avait posé une question. La première partie de la question ressemblait un peu celle d'Andrea par rapport à des pistes de solutions pour pallier l'insécurité linguistique, mais la deuxième partie parle de qu'est-ce que tu penses pourrait être fait pour renforcer les liens interuniversitaires à travers le Canada en ce qui concerne un peu notre combat contre cette insécurité linguistique. Oui, justement, je fais partie d'un projet de recherche en ce moment avec l'Université d'Ottawa et au Nouveau-Brunswick, l'Université du Nouveau-Brunswick. Et on est en train de parler d'une sorte de consortium, de partager nos connaissances, qu'est-ce qu'on fait dans nos régions. Je crois que ça, il faut commencer avec cela. Qu'est-ce qu'on fait dans nos régions et d'arriver à un moment de parler de cette question. On le fait d'ailleurs aussi en ce qui concerne le multilinguisme au Canada, d'arriver à une conceptualisation qui respecte en fait la situation au Canada parce que c'est un contexte particulier. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'insécurité linguistique. Donc, je crois que peut-être maintenant, avec la pandémie, on s'est habitué à se parler plus fréquemment en ligne. Peut-être il y aura maintenant des ressources et aussi la volonté de s'organiser sur des questions particulières comme l'insécurité linguistique. C'est très intéressant parce que, comme vient d'expliquer M. Calvé, c'est que la linguistique, l'insécurité linguistique, c'est quelque chose qui a commencé dans le contexte francophone minoritaire, mais c'est quelque chose aussi qu'on voit maintenant dans notre contexte de français langue seconde. Et il y a certaines différences. Cette insécurité se manifeste autrement et aussi de façon différente en Colombie-Britannique, j'imagine en Alberta, au Nouveau-Brunswick, etc. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il faut trouver un moyen de se parler et de partager même juste une description du phénomène dans sa région. Ouais, c'est là où on pourrait commencer peut-être. Merci. Claude, je vois que tu as la main levée. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, j'aimerais juste soulever l'importance d'inclure dans tout ce débat-là les futurs enseignants de français langue seconde qui sortent directement des classes dites d'accueil ou d'intégration linguistique, sociale et scolaire pour ce qui est des programmes du Québec. Moi, je suis plus confrontée à ce type de profil-là dans mon travail là, de formatrice. Donc, ce sont davantage des étudiants universitaires qui sont arrivés au Québec, qui ont fait une partie de leur scolarité au Québec et qui, justement, souffrent d'insécurité linguistique, qui ne veulent pas par la suite participer dans des projets de recherche ou des projets de développement professionnel où on veut faire entrer une caméra parce qu'ils font quelque chose de génial au plan de leur stratégie d'enseignement, par exemple, mais à cause de leur insécurité linguistique, ils vont fermer la porte
Donc, malgré leur potentiel pédagogique et à quel point ils peuvent être de très bons modèles pour leurs collègues, ils vont, disons, éviter de partager leur savoir pédagogique par peur du jugement concernant leurs compétences linguistiques. Donc, j'aimerais ça qu'ils soient aussi intégrés là, dans ce débat-là là-dessus. Puis, j'ai partagé dans le fil de clavardage, c'est un petit extrait d'une émission de radio que je fais écouter à mes étudiants sur la fragilité linguistique. Puis ça fait un lien avec ce que d'autres ont dit là, dans le fil de clavardage sur l'importance aussi d'intégrer la compétence culturelle et l'aisance par rapport d'aborder l'aspect culturel. Dans cette entrevue-là que je vous invite à écouter, la personne parle du fait qu'une langue doit mener à une culture, sinon ça ne sert à rien. Donc, d'intégrer également ça, puis de pousser jusque-là, ça serait très joyeux. Puis je serais bien d'accord de participer à ce consortium-là. Bravo. Super. Mike, je vais poser une question qui a été posée par Gino Leblanc à SFU, qui dit avoir accroché sur le commentaire de Marie et pose la question: quel rôle joue l'identité culturelle de l'enseignant FLS, pallocuteur natif, dans sa confiance linguistique? Est-ce qu'on s'intéresse comme chercheur au niveau de connaissance ou d'intérêt de l'enseignant ou de l'enseignante de connaître le projet de société francophone au Canada, où nos attentes se limitent dans l'enseignement de la langue seulement en code linguistique? Il lui semble qu'il observe une insécurité face à la langue, mais aussi face à la culture et au projet francophone au Canada. Absolument. C'est ça un petit peu le problème. Bon, c'est un problème dans l'enseignement de langue en général, aborder la question de culture, parce qu'on est tellement centré sur la langue, le code linguistique traditionnellement. Mais maintenant, on sait que enseigner par le biais du contenu, qu'on ne peut pas en fait mettre de côté cet aspect culturel. Je crois que c'est difficile pour ceux qui apprennent le français comme langue seconde parce que ça dépend à quel point ils commencent à apprendre la langue, mais ce qui manque, c'est pas seulement une certaine sécurité culturelle, si on veut, mais cette idée qu'il faut connaître la culture entière francophone. Ça n'existe pas évidemment, mais on a toujours cette idée parce qu'on attend aussi d'une enseignante d'avoir toutes les connaissances du français. Ça n'existe pas non plus, mais il y a toujours cette idée et c'est effrayant. Quand on est locuteur natif ou quand on est francophone ou germanophone, comme moi par exemple, quand j'ai donné mes cours en allemand, j'ai expliqué tout de suite, écoutez, je suis née au nord de l'Allemagne, je connais certaines traditions, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe au sud. Voilà, et j'avais assez de confiance parce que je me sentais, c'était mon enfance, c'était mes expériences. Mais pour quelqu'un qui a appris le français comme en seconde, il y a certaines expériences, il y a peut-être des séjours, des voyages, même on est peut-être né quelque part dans une région francophone, mais on est arrivé dans un contexte anglophone comme enfant. Donc, il y a quelque chose qui manque. Donc, je vois, et on a vu ça dans les données que j'ai montrées dans cet extrait du questionnaire, que les gens se pensent pas assez compétents en ce qui concerne cet aspect culturel, parce que ça ne correspond pas à une idée abstraite de compétences culturelles ou connaissances culturelles. Donc, il est important, évidemment, d'intégrer cela dans nos cours de français, dans les programmes de français, mais d'une façon qui est
relié à l'identité. Et là aussi, c'est un problème parce que si on ne se voit pas, si on a cette insécurité, on ne se voit pas comme francophone ou même bilingue. Hein? On entend ça tout bas, je ne suis pas bilingue. Oui, je parle français, mais je ne suis pas bilingue. Mais qu'est-ce que ça veut dire bilingue? Donc, il y a toutes sortes d'obstacles qui rendent cette insécurité complexe, mais aussi très personnelle. Je crois que c'est Andrea qui a dit ça quand on vit cette insécurité de façon différente partout dans les différentes régions, mais aussi dans les différents programmes, dans nos différents contextes. Hein? Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais oui, c'est pour dire que c'est très important le rôle que joue l'identité culturelle. Bonjour Gino. Et je vois une question de Cécile Robertson qui pose la question suivante. How does FSL curricula used in school systems reinforce and perpetuate stereotypes about French language and culture? How do future FSL teachers understand intercultural awareness? To what extent does the CECR reinforce Eurocentric and colonial ways of knowing? Those are several questions all in one little package. Is this is somewhere just, oh, here we go. It's 1h59. Yeah, okay. Well, FSL curricula. I think one of the things, again, I'll answer this in English. One of the things that we see is, and this is a big debate right now in Canada, as to what extent, and here I'm talking about the language first, to what extent we move away from a monolingual perspective in our French language classrooms, even though we understand that we have to engage with the language in order to learn it. But to what extent do we make room for other languages? And this then we can transfer to our understanding of culture. One of the things that I'm finding in my own research in British Columbia is that with our new curriculum, we now have a mandate to teach Indigenous priorities, perspectives, ways of learning and knowing right across the curriculum. So in our French programs, how do we do that when we are looking at teaching La Francophonie, but also Indigenous perspectives? And of course, the focus is on our local communities where things happen in Indigenous languages and English, but not in French. We would have to look to Quebec and to other parts of the country in order to engage students in authentic texts in French. So one of the things that we're finding is, or that I'm seeing in my research, is that when it comes to teaching La Francophonie, there is still a very traditional approach, festivals, facts, foods, but engaging with settler colonialism and Indigenous education suddenly has teachers understanding that, okay, this is a whole shift. This is a shift in my worldview. And I have a few, and this is an area where I'd like to get a bit more deeper into the research, is to look at how teachers are now. Some teachers are saying, well, if this is how I'm understanding Indigenous cultures, what am I doing with La Francophonie? How am I teaching culture in French, and why is that not something that I'm also seeing in approaching in terms of authentic texts and in different ways? So I think certainly the CEFR, I would say, does to some extent
it does bring a Eurocentric orientation, because it was conceptualized within a context that is very different from Canada, from North America, and it understands interculturality actually quite differently. There is an interesting book that has come out by Robert Ammann, who looks at interculturality within the context of the Global South, interculturalidad, which he juxtaposes with a Eurocentric notion of intercultural dialogue, and this difference of looking at differences in culture versus looking at differences or epistemological differences, different ways of knowing. And I think that raises an interesting question as to how neutral a framework such as the CFR can really be. But at the same time, I think we're positioned in Canada in a place where there is a lot going on. It's a large country. There are many different contexts, and there is so much rich, there is such a rich mess of diversity. And I think we need to make use of that. And I think that's why these ideas of a consortium and these exchanges are so important, because when we tend to be in our little region, you know, it's nice to know what others are doing, because that does help us reflect on what it is we're doing, and provides an outside perspective, and often moves us forward. Voilà. C'est moi, pardon, j'étais en sourdine. Merci, désolé. Je te remercie et je vois que le temps file, donc je vais juste résumer qu'il y a beaucoup de remerciements pour toi, Maike, et d'expressions d'intérêt pour les idées qui ont été avancées. Je vais juste citer José Benoît qui avait mis à 2h03. Je suis entièrement d'accord et intéressé par l'idée de collaboration sur la question d'insécurité linguistique. Notre équipe de recherche travaille sur l'accès à des services sociaux et de santé en français pour les francophones en situation minoritaire au Canada. Cela touche beaucoup l'insécurité linguistique. Les francophones n'osent pas toujours demander leurs services en français par raison d'insécurité linguistique ou par peur de paraître trop revendicateur. Et il souligne un peu, et d'autres l'ont fait dans le fil de conversation, l'intérêt de pouvoir continuer ce type de conversation et d'occasion de travailler ensemble sur un sujet qui, je crois, clairement nous touche tous, est extrêmement complexe et affecte nos étudiants, les futurs enseignants et même nous-mêmes en tant que francophones et plurilingues et anglophones partout au Canada et dans le monde. Donc, avec ça, je vais laisser le dernier mot pour Maike, mais je veux vous inviter à vous joindre à moi pour la remercier en l'applaudissant encore une fois virtuellement avec, ou alors en mettant un message dans le chat si vous le désirez. Et je vous remercie, vous, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Ça fait grand plaisir de pouvoir revoir plusieurs d'entre vous, de pouvoir avoir ces conversations avec vous. Et surtout à un moment où on le sait, on est beaucoup en Zoom et que vous vous joignez à nous est fort apprécié. Maike, je te laisse le mot de la fin. C'est juste pour dire que merci beaucoup. Je suis désolée que je n'ai pas eu le temps de lire tout, mais j'ai fait une copie collée dans un autre document, donc je vais les lire après. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur la présentation ou si vous avez des idées de comment procéder maintenant. Et encore une fois, merci Jérémy pour cette invitation et à l'Institut aussi. Ça fait un gros plaisir. Merci. Merci à tous. Merci Maike, bravo. Donc, je vous souhaite tous une bonne après-midi et une bonne semaine. Merci. Et je souhaite que vous soyez tout aussi confortables dans vos langues que dans vos meilleures paires de pantoufles. C'est une image que j'adore. Merci.
Merci beaucoup, Micah, c'était super. Oui, c'est intéressant. Très bonne présentation. Je suis contente que on ait un grand et bon public très intéressé dans ta conférence. Donc, c'est super. Fantastique. Je dois aussi quitter, mais je voulais te dire au revoir personnel. Ça a fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi, Catherine. Puis, voilà, on essaie de se reprendre bientôt, idéalement personne. Ouais. Bye.